就像是我当时跟我老百姓的群众组织嘛。Les pratiquants de Falun Gong ont célébré l'arrivée de l'année 1999 avec un rassemblement joyeux, comme en témoignent ces images. Plus d'une dizaine de pratiquants occidentaux de Suède, du Danemark, de Finlande et des États-Unis sont allés à Dalian pour partager leurs expériences de cultivation avec les pratiquants chinois pendant leurs vacances de Noël. Cette pratique est devenue une habitude pour beaucoup. Ils l'ont appelée « rentrer au pays ». Le jour de l'an qui marquait le début de la 7e année depuis la diffusion de DAFA, les pratiquants se sont rassemblés à l'aube pour faire la pratique collective des exercices. Il est probable que ceux qui viennent du monde libre ne comprennent pas à sa juste valeur le fait que le Falun Dafa ait pu se répandre largement pendant 7 ans dans un pays comme la Chine. Depuis 1992, quand M. Li Hongzhi s'est fait connaître du public, le Falun Gong a toujours été une méthode relevant directement de l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong. Les pratiquants ont fondé l'association de recherche sur le Falun Dafa à Pékin et des centres d'assistance dans tout le pays, conformément aux règles et réglementations. Ils ont aidé efficacement M. Li Hongzhi à donner des conseils judicieux en matière de cultivation. M. Li Hongzhi a établi des directives strictes sur le fonctionnement des centres d'assistance. Aucun de nos centres d'assistance ne touche de l'argent ni ne conserve de l'argent. On n'y fait pas de business, ni ne soigne les maladies. On est entièrement là pour prendre la responsabilité de cultiver réellement. Pour vraiment cultiver réellement. C'est pareil pour tous nos élèves. Il leur est interdit de chercher à obtenir de l'argent grâce au Falun Gong. Comme je viens de le dire, pourquoi t'ai-je donné autant? Ce n'est pas pour que tu recherches la gloire et la fortune, mais pour te permettre de cultiver et pratiquer. La cultivation pure et solennelle de Dafa s'oppose naturellement aux croyances obstinées et à la mentalité malsaine. En même temps, tous ceux qui pratiquent ne sont pas motivés par le désir de comprendre réellement Dafa. Un certain nombre de personnes avaient étudié le Falun Gong avec M. Li Hongzhi à Changchun. Comme ils ne pouvaient pas renoncer à leur désir de rechercher l'argent et la richesse, ils ont essayé de faire du profit en traitant des maladies. M. Li Hongzhi a sévèrement critiqué leur comportement. À cause de ces événements, ils ont décidé de transformer le Falun Gong en ennemi. En novembre 1994, ils ont déposé une plainte formelle citant 12 prétendues violations et l'ont soumise à 13 bureaux du gouvernement central. On était le 4e jour du Nouvel An chinois lorsque le gouvernement a pris des mesures. Le 4e jour, qui était le premier jour ouvrable après 3 jours de vacances pour le Nouvel An chinois. Le gouvernement a annoncé l'interdiction de pratiquer le Falun Gong dans tout le pays. Nous avons demandé l'aide de la Commission nationale des sports. Quand ils ont appris ce qui s'était passé, ils ont suggéré « Pourquoi ne pas vous organiser? Vous devriez vous dépêcher ». Nous avons expliqué que Maître Li ne nous avait pas permis de former des organisations car ce n'était pas pertinent pour notre cultivation. Et les gens pourraient s'inquiéter si nous nous organisions. Ils ont dit « Vous auriez dû mettre en place une organisation il y a longtemps, comme une association scientifique par exemple. Vous avez notre soutien, nous pouvons résoudre votre problème. » Le 10e jour du Nouvel An chinois, l'Association de recherche sur le Falun Gong de Chine a soumis 3 rapports détaillés à l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong. Ces rapports clarifiaient la vérité sur le Falun Dafa, la responsabilité envers la société et les pratiquants. Ils clarifiaient également la vérité concernant chaque insinuation. Les rapports réagissaient également aux fausses allégations faites par ces personnes à Changchun. Le Zhuan Falun a été publié au printemps 1995. Plus tard, M. Li Hongzhi a été invité à enseigner le Falun Gong à l'étranger. Même s'il n'était pas en Chine à ce moment-là, le nombre de pratiquants chinois n'a cessé de croître.
Pendant cette période, l'économie de marché est devenue de plus en plus populaire en Chine et a commencé à prospérer. La recherche incessante de l'intérêt personnel a provoqué une détérioration spectaculaire des critères moraux de la société. Dans un tel environnement, les pratiquants du principe authenticité, bienveillance, tolérance ont trouvé DAFA extraordinairement précieux. Des changements spectaculaires peuvent avoir lieu dans le corps et l'esprit. Les mots ne parviennent pas à décrire ce sentiment. C'est comme quelqu'un qui a longtemps été importuné par de nombreuses maladies et qui se rétablit rapidement et complètement en suivant le principe authenticité, bienveillance, tolérance. Je deviens prévenant envers les autres. Je veux d'abord penser aux autres. C'est différent de ce qui se passait avant que je pratique le Falun Gong. À l'époque, tout tournait autour de moi et de ce qui me profitait. Nous avons appris, en pratiquant le Falun Gong, à être prévenants envers autrui et à partager les bonnes choses avec les autres. En conséquence, j'étais motivé à parler du Falun Gong aux autres. Je l'ai recommandé à tous mes amis. Je pensais que le pays devait encourager les gens à pratiquer le Falun Gong. Alors, tout le pays serait en harmonie. Plus besoin de police. J'espérais que les fonctionnaires du gouvernement étudient le Falun Gong et aident à le promouvoir. Cependant, l'augmentation rapide du nombre de pratiquants de Falun Gong a rapidement attiré l'attention du Parti communiste chinois. Le 17 juin 1996, le quotidien de Guanmin a publié un éditorial intitulé « La sonnette d'alarme pour s'opposer à la pseudoscience retentie ». L'article étiquetait le livre Zhuan Falun, l'une des 10 meilleures ventes de l'époque à Pékin, de superstition et de pseudoscience. Un mois plus tard, le Bureau de la presse et des publications, sous le ministère de la Publicité centrale, a émis un ordre interne destiné aux éditeurs gouvernementaux et de l'État interdisant la publication et la distribution des livres de Falun Dafa au motif de promouvoir une superstition. Lu Hogan, le secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, a ensuite autorisé le ministère de la Sécurité publique à enquêter secrètement sur le Falun Gong afin de l'interdire. Cette nation qui a traversé toutes les vicissitudes de la vie à cause de la lâcheté et de l'insensibilité a rendu désespéré un grand nombre de Chinois. Mais elle a, une fois de plus, montré sa sincérité et sa bienveillance. En envoyant des courriers et en allant voir les gens, des milliers de disciples de DAFA ont raconté aux agences de presse et au bureau du gouvernement central les changements considérables qu'ils avaient personnellement vécus grâce à la cultivation du Falun Gong. Leurs mots étaient simples et directs. Leur message était sincère et sans plainte. Les pratiquants de Falun Gong, qu'ils soient étudiants, enseignants ou voisins, partagent une relation harmonieuse avec les autres, partagent une affinité harmonieuse avec les autres. Par exemple, une de mes voisines, une vieille dame, est une pratiquante de Falun Gong. Elle balaye toujours les escaliers du 1er au 3e étage pour le bénéfice des autres résidents. J'ai vu de grands changements chez moi et dans mes relations avec ma famille. J'ai totalement changé. J'étais très différent avant. Autrefois, j'étais alcoolique, fumeur, bagarreur. Tout ce qui m'intéressait, c'était de manger, de boire et de me divertir. Des millions de Chinois pratiquent le Falun Gong depuis toutes ces années. Le nombre de pratiquants ne cesse d'augmenter. Nous devons reconnaître ses mérites. Les expériences des pratiquants de Falun Gong, partagées du fond du cœur, ont profondément touché de nombreux fonctionnaires et membres des médias. Je suis policier. Même certains policiers qui ont été envoyés pour enquêter secrètement sur le Falun Gong sont devenus des pratiquants. L'enquête secrète sur le Falun Gong par le ministère de la Sécurité publique n'a pas permis de trouver la moindre preuve d'activité illégale. Les détracteurs menés par He Zuoxiu de l'Académie chinoise des sciences ont commencé à publier des articles anti-Falun Gong en 1997. He Zuoxiu a de nouveau attaqué le Falun Gong sur Pékin TV en mai 1998. Un étudiant de l'Académie des sciences qui était prêt à essayer n'importe quel Qigong a suivi toutes sortes de méthodes. Un jour, il est également venu pour essayer les mouvements des exercices du Falun Gong.
Il a abandonné la pratique du Falun Gong après seulement quelques jours et a commencé à pratiquer Bigu, l'abstinence de nourriture et d'eau. He Zuo l'a pris pour un exemple typique des pratiquants de Falun Gong et a prétendu que les pratiquants de Falun Gong ne mangeaient pas et ne buvaient pas. Il a totalement déformé les faits. À l'époque, il nous a semblé important de parler aux éditeurs de la chaîne de télévision de Pékin TV, de leur dire la vérité sur le Falun Gong et de leur parler de notre propre expérience de cultivation. Notre seule pensée était alors de clarifier avec bienveillance les faits sur le Falun Gong. Le 29e jour de ce mois-là, de nombreux pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés devant Pékin TV. Le groupe était étonnamment calme et paisible. Les gens se sont assis sur la terrasse en formant plusieurs cercles. De nombreuses personnes ont partagé leurs propres expériences et comment ils avaient commencé à se cultiver. Des reporters de Pékin TV ont filmé chaque pratiquant. Ils ont également interviewé des pratiquants qui ont répondu à leurs questions. Plus tard, le journaliste a interviewé des personnes sur le site des exercices du parc Yuyuan-tan. L'émission a été diffusée à la télévision quelques jours plus tard. Pendant ce temps, le Conseil d'État à 2 reprises a demandé à l'Administration nationale des sports de superviser les activités de Qigong et la recherche sur le corps humain. Dans le même temps, il a ordonné aux autorités sportives locales d'enquêter sur le Falun Gong. Les enquêtes ont révélé que le Falun Gong améliorait la santé des gens et qu'il n'y avait pas d'activité religieuse illégale. Mais le ministère de la Sécurité publique a insisté sur le fait qu'une surveillance stricte du Falun Gong était nécessaire. Le 21 juillet 1998, le ministère de la Sécurité publique a publié un document interne, annonce d'une enquête sur le Falun Gong, qui classait le Falun Gong comme secte perverse. Certains coordinateurs de centres d'assistance ont été mis sous surveillance. Ils ont été suivis dans leurs déplacements et mis sur écoute. Tous ces événements ont eu un impact négatif sur le Falun Gong dans la société. Les pratiquants ont également été soumis à divers degrés de pression. En octobre 1998, l'Administration nationale des sports a envoyé des équipes d'enquête dans les provinces de Jilin et de Heilongjiang pour contrôler et évaluer le Falun Gong. Elles se sont rendues sur plus de 10 points de pratique locaux et ont tenu un forum avec des pratiquants à Changchun et Harbin. Les pratiquants ont ouvertement partagé leurs expériences de cultivation et ont exprimé leur perplexité face aux récents événements. Revoir le chemin de poussière, combien d'émotions ressenties, s'éveiller à la voix et comprendre la vérité, combien on est heureux d'être un disciple de Dafa. Malgré le traitement injuste et les accusations déraisonnables, les pratiquants de Falun Gong ont continué à clarifier la vérité avec bienveillance. Au cours de ce processus, les pratiquants sont arrivés à une meilleure compréhension de la cultivation et de la pratique droite. Dans le même temps, le nombre de pratiquants n'a pas cessé d'augmenter. Tôt ce matin, plus de 10 000 pratiquants se sont rassemblés dans le centre sportif de Shanghai pour présenter une pratique collective des exercices. Depuis sa présentation par Maître Li Hongji en 1992, le Falun Gong a été bien accueilli par le public. Depuis 6 ans, le Falun Gong impressionne les gens par ses caractéristiques uniques. Alors que les neiges hivernales recouvraient les terres du Nord, un test plus rigoureux se profilait. Début 1999, de nombreux fonctionnaires du parti à la retraite ont soudain cessé de pratiquer. Nous nous sommes d'abord interrogés sur leur santé. Nous avons découvert plus tard que le Parti communiste avait interdit aux membres du parti et au personnel militaire de pratiquer le Falun Gong. Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles le Falun Gong allait être classé
comme une organisation illégale. Le 11 avril 1999, He Jiu-Siu a de nouveau publié un article dans le magazine Sciences et Technologies de l'Institut de l'éducation de Tianjin. Il a affirmé que la pratique du Falun Gong pouvait causer des problèmes psychologiques et a laissé entendre que le Falun Gong pourrait renverser le gouvernement comme l'avait fait la révolte des boxeurs. Son article a profondément blessé les sentiments de ceux qui avaient grandement bénéficié du Falun Gong. Des pratiquants sont allés de leur plein gré clarifier la vérité auprès des rédacteurs du magazine. La réaction des rédacteurs en chef a été inattendue. Leur directeur nous a tout de suite rencontrés. Nous lui avons parlé avec bienveillance. Il a tout de suite reconnu l'erreur. Il a dit « Nous n'avons pas bien enquêté sur l'affaire. Nous allons faire un rectificatif. » Cependant, le lendemain, il a nié tout acte répréhensible lorsqu'il nous a rencontrés. Il a dit « Nous n'avons commis aucune erreur. » L'étrange réponse des rédacteurs en chef a fait prendre conscience aux gens de la pression exercée par le Parti communiste au pouvoir. D'autres pratiquants de Falun Gong sont allés au bureau de la rédaction pour exprimer pacifiquement leur inquiétude. Le 23 avril, plus de 300 policiers ont dispersé les pratiquants avec une force excessive. 45 pratiquants ont été arrêtés. La nouvelle de la brutalité de la police de Tianjin et des arrestations illégales s'est rapidement répandue sur les points de pratique à travers le pays. Les pratiquants ont voulu faire appel auprès des autorités de Pékin. Ils pensaient que c'était peut-être le seul moyen de résoudre véritablement le problème. Les pratiquants des villes et provinces environnantes ont commencé à se rendre à Pékin dès 4 heures du matin, le 25 avril. Ils se sont finalement rassemblés devant le bureau d'appel du Conseil d'État de Zhongdonghai. C'était très tendu. La police était partout. Les voitures de police étaient alignées le long de la route, de l'autre côté de la rue. Mais nous n'avions aucune crainte, car notre action était justifiée et nous n'avions rien fait de mal. Comme le gouvernement n'avait jamais répondu à nos lettres d'appel, nous étions simplement venus expliquer les faits face à face. Nous espérions seulement la libération de ces pratiquants qui avaient été arrêtés à Tianjin. Nous voulions discuter de la question avec le gouvernement, parce que nous pensions que la presse n'avait peut-être pas l'autorité nécessaire. Ce jour-là, le Premier ministre Zhu Rongji a rencontré les représentants et a ordonné la libération des pratiquants du poste de police de Tianjin. Il a réitéré la politique du gouvernement à l'égard du Qigong. À 22 heures, les pratiquants sont partis tranquillement. Tout le processus s'est déroulé de manière pacifique et ordonnée. Il n'y avait pas un seul détritus par terre après le départ de milliers de pratiquants. L'événement du 25 avril a secoué le monde. Les gens ont commencé à remarquer à quel point ce groupe de pratiquants de tous horizons était spécial. Les médias sont venus interviewer les pratiquants de Falun Gong locaux pour mieux les comprendre. Radio Free Asia, dont le siège est à Washington DC, possède toujours cet enregistrement audio. Quand j'ai commencé la pratique du Falun Dafa, j'ai senti que tout était bon. J'ai également vu le bon côté de la société. Pour la première fois, je sens que j'aime cette nation. C'est comme ce que le Maître nous a dit, que l'on doit vivre pour les autres et non pour soi-même ou pour ses proches, pour que tous vivent une vie meilleure. Cher public, bien que je n'ai pas mené d'enquête statistique sur les disciples de Falun Gong, je ne sais pas si les pratiquants de Falun Gong ont la même impression, mais je pense que l'impact du Falun Gong sur la société est d'abord directement au niveau de la moralité, plutôt qu'au niveau politique. L'événement du 25 avril a créé un précédent dans la résolution pacifique des conflits entre les gens ordinaires et le gouvernement communiste chinois. L'opinion publique du monde entier a considéré cet événement comme une étape importante, montrant que le leadership en Chine mûrissait progressivement. Il a donné aux Chinois à l'étranger un nouvel espoir pour la Chine. Je connais très bien l'histoire de la Chine, ancienne et moderne. Je pense que les Chinois ont tendance à agir soit comme un groupe obéissant, soit comme une foule. Les problèmes de l'histoire chinoise ont rarement été résolus de manière pacifique. Il y a rarement de solution sans violence. Cet événement a prouvé que le peuple chinois était prêt à chercher une solution non violente. En fait, le Falun Gong a changé la nature du peuple chinois.
Avant, j'étais très déçu par la nature des Chinois. Cette méthode peut aider à la changer, aider les gens à se débarrasser de beaucoup de choses négatives et les faire devenir de bonnes personnes. Je pense que c'est formidable. C'est extraordinaire. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Après l'événement du 25 avril, chaque fois que nous faisions les exercices dehors, nous étions surveillés par la police. Plus tard, les banderoles de Falun Gong ont été interdites. Nous avions à peine le droit d'accrocher le drapeau du Falun. Au même moment, Toronto, la plus grande ville du Canada de l'autre côté du globe, était plongée dans la joie. Le 22 mai, les pratiquants de Falun Gong du monde entier se sont rassemblés devant l'hôtel de ville de Toronto pour célébrer le 7e anniversaire de la diffusion du Falun Dafa. Le lendemain, ils ont organisé une conférence de partage d'expériences de cultivation à l'université de Toronto. Monsieur Li Hangzhe a donné une conférence en personne. Il y avait également de nombreux visages chinois inconnus parmi les participants, en plus des pratiquants et des journalistes. À la fin de la conférence, à la surprise générale, Monsieur Li s'est levé et il a fait une déclaration. Beaucoup de journalistes et d'autres personnes sont perplexes. Elles se demandent pourquoi autant de monde vient apprendre ce Fa. Vous qui êtes assis ici aujourd'hui, vous avez peut-être vu la réponse. Quelle est-elle? Ici, nous demandons aux gens de marcher sur un chemin droit, et en plus d'être de véritables bonnes personnes. Ici, il n'y a rien de sale ou de malpropre qui soit impliqué comme dans la société. Nous purifions tout ce qui n'est pas correct et deviendrons des personnes qui bénéficieront aux autres et à la société, jusqu'à ce qu'une personne atteigne le critère de la plénitude parfaite. Nous ne demandons pas de cotisation. Nous ne vous guidons pas à faire des choses pas bonnes. Et nous ne sommes pas impliqués dans la politique. C'est pourquoi il y a tant de gens qui apprennent. Ceux qui ne croient pas qu'il y a encore de bonnes personnes dans l'humanité ont sous-estimé cela. Bien que les pratiquants n'aient pas eu assez de temps pour comprendre pleinement ces mots de M. Li Hangzhe, ceux qui ont vécu les nombreuses campagnes politiques de la Chine ont senti une répression imminente. Alors que les signes étaient déjà présents, personne ne pouvait imaginer les tribulations à venir. Trump est inculpé, à nouveau, pour avoir violé la loi sur l'espionnage et d'autres crimes. Mais s'agit-il d'une simple distraction? Et s'agit-il d'une persécution? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le paysage médiatique est en feu avec la couverture de l'inculpation de l'ancien président des États-Unis Donald Trump dans une enquête sur des documents classifiés. Il s'agit de sa deuxième inculpation qui intervient un peu plus de 2 mois après la première. Il n'aura fallu que 2 mois à Trump pour obtenir une suite à son inculpation alors que j'ai dû attendre 36 ans pour avoir une suite à Top Gun. À ce rythme, Trump en sera à son 216e acte d'accusation lorsque je verrai Top Gun 3. Vendredi dernier, le conseiller spécial Jack Smith a publié l'intégralité de l'acte d'accusation. Le tableau qu'il dresse est plutôt mauvais. C'est peut-être le pire tableau dressé par un président depuis George W. Bush.
Certains le décrivent comme dévastateur, l'ancien procureur général Bill Barr le qualifie de très accablant. D'autres disent que même le fantôme du Watergate pense que Trump est allé trop loin. Mais les chiffres de Trump ne reflètent pas cela. Si la plupart des Américains considèrent les accusations fédérales comme sérieuses, la question de savoir si Trump aurait dû être inculpé est différente. Selon un sondage ABC News/Ipsos, seule la moitié de la population estime que M. Trump aurait dû être inculpé, tandis que 35% estiment qu'il n'aurait pas dû l'être. Près de la moitié des personnes interrogées pensent également que les accusations sont motivées par des considérations politiques. Je commence à penser que lorsque Trump a dit qu'il pourrait tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue sans perdre d'électeurs, c'est peut-être la seule fois où il a dit 100% de la vérité. L'opinion des républicains à l'égard de Trump n'a pas changé même après l'inculpation. Ils sont bien plus préoccupés par le fait que son inculpation soit motivée par des considérations politiques que par le fait que son comportement présumé constitue un risque pour la sécurité nationale. Bien entendu, la personne la plus indifférente à l'inculpation est Donald Trump. Mardi dernier, M. Trump s'est rendu dans le district sud de la Floride pour une audience devant un jury, où il a plaidé non coupable des 37 chefs d'accusation retenus contre lui. Au fait, si les choses semblent se dérouler à la vitesse de l'éclair, c'est parce que le tribunal du district sud de Floride des États-Unis a tendance à faire avancer les procès rapidement, à tel point qu'on l'appelle apparemment le « Rocket Docket ». Que dire de plus? Lorsque vous vivez dans le même État que l'homme de Floride, vos tribunaux acquièrent beaucoup d'expérience. Cela signifie que Trump se présente devant un tribunal sur son propre terrain, ce qui pourrait lui être favorable s'il obtient un jury compréhensif. Mais il lui sera également très difficile de retarder le procès. Vous savez, pour des raisons de campagne électorale en 2024. Après avoir plaidé en sa faveur, M. Trump s'est immédiatement rendu dans le New Jersey pour un rassemblement, au cours duquel il a abordé les accusations dans les termes les plus crus possibles, à savoir en utilisant sa technique de prédilection pour contrer l'avocat spécial Smith. Quoi que l'on pense de Trump sur le plan personnel ou politique, l'homme a certainement de l'énergie. Voilà une journée bien remplie. Qu'y a-t-il dans l'acte d'accusation? Je vous le dirai après la pause. Bon retour parmi nous. Le document d'inculpation pour l'affaire des documents classifiés de Trump établit une chronologie ainsi que des preuves à l'appui de 37 chefs d'accusation. Voici ce qui s'est passé. En août 2022, le FBI a fait une descente dans la résidence de Trump à Mar-a-Lago et a saisi plus de 33 boîtes et cartons de documents classifiés. Au total, environ 300 documents portant des marques de classification, dont certains au niveau top secret, ont été récupérés chez Trump depuis qu'il a quitté ses fonctions en janvier 2021. On ne sait toujours pas si l'un de ces documents contenait le secret de la raison pour laquelle les enfants adorent le goût des céréales Cinnamon Toast Crunch. Un jour, j'irai au fond des choses. Nous avons eu des échos du type de documents recherchés par le FBI, mais nous en savons désormais beaucoup plus. Selon l'acte d'accusation, M. Trump a stocké des documents classifiés liés à 7 agences fédérales, dont la CIA et le ministère de la Défense. Ces documents contenaient les capacités de défense et d'armement des États-Unis et des pays étrangers, les programmes nucléaires des États-Unis, les vulnérabilités potentielles des États-Unis et de leurs alliés à une attaque militaire, et les plans de représailles possibles en réponse à une attaque étrangère. Selon les médias, le plan de représailles possible concernait l'Iran. Vous savez, la lecture récréative. Qui n'aime pas se détendre après une longue journée en se faisant lire par un assistant une histoire à dormir debout sur une nouvelle guerre au Moyen-Orient? Je me détends rien que d'y penser. Selon l'acte d'accusation, les documents ont été maintes fois déplacés et se sont retrouvés dans un grand nombre d'endroits. Certains se trouvaient dans une salle de stockage, la scène de la salle de bal White and Gold de Mar-a-Lago où des milliers de personnes se sont réunies. Même une salle de bain et une douche dans la Lake Room de Mar-a-Lago. Découvrir que Trump aime lire lorsqu'il est aux toilettes est la chose la plus compréhensible à son sujet. Du moins jusqu'à ce que l'on se souvienne que ces toilettes sont en or massif. Mais imaginez que vous perdiez ces documents à cause d'une rupture de canalisation, surtout s'ils se répandent à l'air libre. Ce n'est vraiment pas ainsi qu'il faut conserver les documents classifiés. Mais ce n'est pas tout. Selon l'acte d'accusation, M. Trump a même montré des documents classifiés à des personnes n'ayant pas d'habilitation de sécurité à au moins 2 reprises en 2021. La première fois, c'était en juillet au Trump National Golf Club de Bedminster, dans le New Jersey, lors d'une réunion enregistrée avec un écrivain, un éditeur et 2 membres de son personnel. Trump s'est peut-être tiré une balle dans le pied, d'autant plus qu'il a consenti à être enregistré. Si seulement il s'était tiré une balle dans le pied sur la 5e avenue, il s'en serait peut-être tiré. Trump a montré et décrit un plan d'attaque contre l'Iran et a admis qu'il aurait pu le déclassifier mais qu'il ne l'a pas fait. Et que c'était toujours un secret. La deuxième fois a eu lieu en août ou septembre au Bedminster Club avec un représentant de son comité d'action politique. M. Trump a montré une carte classifiée relative à une opération militaire dans un autre pays et a dit aux représentants qu'il n'aurait pas dû la montrer.
M. Trump est également dans la tourmente pour des allégations de rétention délibérée d'informations classifiées et d'obstruction. Il a plus de 70 ans, il y a des obstacles. L'acte d'accusation affirme, sur la base de messages téléphoniques et textos, que M. Trump a ordonné à son assistante de déplacer des boîtes de documents classifiés afin de les dissimuler à son propre avocat, au FBI et au grand jury. Parce qu'il devait savoir comment l'histoire se terminait. Que se passe-t-il ensuite dans l'affaire des représailles contre l'Iran? Malgré les vidéos de surveillance montrant l'assistant en train de déplacer des boîtes de documents classifiés avec un autre employé sur ordre de Trump, l'acte d'accusation allègue qu'il a fait des déclarations fausses et trompeuses lors d'un entretien avec le FBI en mai 2022, en déclarant par exemple qu'il n'était pas au courant que les boîtes de Trump avaient été apportées à sa résidence ou qu'il ne savait pas comment elles y étaient arrivées. Le fait que ce soit lui qui ait pris la photo de documents classifiés répandus sur le sol et l'ait envoyé par SMS à un autre employé de Trump n'a pas aidé. Trump lui-même aurait fait des déclarations qui donnent l'impression qu'il a délibérément induit les gens en erreur et suggéré de cacher ou de détruire des documents. Gardez à l'esprit que tout ceci n'est que le témoignage de l'avocat de M. Trump, mais c'est justement la personne dont le travail consiste à défendre M. Trump. Cet avocat a même affirmé que M. Trump avait fait l'éloge de l'avocat responsable de la suppression des courriels d'Hillary Clinton, alors qu'il l'avait publiquement critiqué pour avoir mal manipulé des documents classifiés. Ce qui est assez logique, M. Trump peut penser qu'Hillary Clinton a mal géré des documents classifiés. Mais cela ne signifie pas que l'avocat de Mme Clinton n'a pas bien fait son travail. Lorsque M. Trump et son avocat ont discuté de ce qu'il fallait faire avec un dossier contenant des documents portant des marques de classification et de ce qu'il fallait faire si quelque chose de mauvais s'y trouvait, M. Trump aurait fait au passage un geste de la pince. Bien que pour être juste, Trump fasse toujours ce geste de la pince. Je commence à penser qu'il a collé son pouce à son index il y a des années et qu'il est trop fier pour l'admettre. En ce qui concerne ce dossier, le déplacement des boîtes de la salle de stockage a amené un autre avocat à conclure à tort que tous les documents avaient été fournis et à certifier aux enquêteurs que les exigences de l'assignation à comparaître avaient été pleinement satisfaites. M. Trump doit désormais répondre de 37 chefs d'accusation pour 7 chefs d'accusation différents, tandis que son assistant doit répondre de 6 chefs d'accusation. Au total, M. Trump risque 400 ans d'emprisonnement maximum. Bien qu'il soit rare que les peines atteignent un tel niveau. Comme on pouvait s'y attendre, Donald Trump s'en est pris à Jack Smith, le qualifiant de détracteur de Trump, de lâche et de voyou. Il a fait cela sur Truth Social, probablement aussi en étant sur ses toilettes en or massif. Trump a même suggéré que l'inculpation était une distraction par rapport au scandale de corruption de Biden qui a éclaté le même jour. Les partisans de Trump reprennent également cette affirmation, mais y a-t-il quelque chose à dire? Plus d'informations après la pause. Bienvenue à tous. Lorsque la deuxième inculpation de M. Trump a été rendue publique, de nombreuses personnes se sont rangées de son côté. Même ses adversaires républicains Mike Pence, Ron DeSantis, Nikki Haley et d'autres. Certains, comme le président du comité judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, ont insisté sur le fait que l'ancien président avait la possibilité de déclassifier des documents à tout moment. D'autres se sont interrogés sur la question des « deux poids, deux mesures ». D'autant plus que M. Biden a été pris en flagrant délit de possession de nombreux documents classifiés qui n'étaient pas correctement sécurisés. Les documents classifiés font vraiment de bonne lecture à l'heure du coucher. Beaucoup sont particulièrement préoccupés par le fait que le gouvernement fédéral semble traîner les pieds pour enquêter sur le fils de Joe Biden, Hunter Biden, pour ses affaires louches à l'étranger. Probablement parce qu'ils ont vu ce que l'enquête sur les enregistrements de Hunter Biden a fait à Matt. Certains conservateurs vont jusqu'à dire que l'inculpation de Trump est une couverture pour la famille Biden. En effet, l'acte d'accusation de M. Trump a été divulgué le jour même où l'on a appris que le vice-président de l'époque, Joe Biden, aurait accepté un pot de vin de 5 millions de dollars de la part de la société gazière ukrainienne Burisma Holdings, où son fils Hunter Biden était membre du conseil d'administration. Certains républicains pensent que Joe Biden a fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle renvoie le procureur Viktor Shokin, qui enquêtait sur Burisma Holdings et aurait poussé les États-Unis à soutenir l'industrie ukrainienne du gaz naturel quelques jours après que Hunter a rejoint Burisma en 2014. La semaine dernière, les sénateurs ont pu consulter un formulaire FD 1023 du FBI relatif à ces allégations après que le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, ait cité le FBI à comparaître le mois dernier. Nous ne savons pas si ce document a également été stocké dans une salle de bain. La bureaucratie est encore plus dégoûtante que je ne le pensais.
Le formulaire FD1023 cité à comparaître a finalement été remis à la commission de surveillance de la Chambre des représentants jeudi dernier. Certains pensent que le moment de l'inculpation de Trump correspondait trop bien à la publication du formulaire par le FBI. Cela a été confirmé par le sénateur Chuck Grassley qui a publié de nouvelles informations tirées du formulaire du FBI. Selon lui, le cadre ukrainien impliqué dans le pot-de-vin présumé a conservé 17 enregistrements audio de ses conversations avec Joe et Hunter Biden en guise de police d'assurance. Selon le document 1023, le ressortissant étranger possède 15 enregistrements audio d'appels téléphoniques entre lui et Hunter Biden. Selon le document 1023, le ressortissant étranger possède 2 enregistrements audio d'appels téléphoniques entre lui et le vice-président de l'époque, Joe Biden. Le document 1023 indique également que le vice-président de l'époque, Joe Biden, a pu être impliqué dans l'emploi de Hunter Biden chez Burisma. L'idée est donc que quelqu'un savait que l'histoire du formulaire FD1023 était sur le point de tomber et a inculpé Trump juste pour faire les gros titres. Ce qui est plausible, je suppose. Bien sûr, selon le FBI, un formulaire FD1023 ne contient pas de faits vérifiés. Il ne fait qu'enregistrer un rapport d'une source humaine confidentielle. En outre, nous ne savons pas ce que contiennent exactement les enregistrements de l'exécutif ukrainien. Et il est donc difficile de dire avec certitude s'ils prouvent que les Biden ont explicitement accepté des pots-de-vin ou commis un délit. Jusqu'à présent, la commission judiciaire de la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, n'a toujours pas cité de crime spécifique. Si l'acte d'accusation était une distraction, il semblerait qu'il l'aurait gardé jusqu'à ce que le contenu du FD1023 soit exploré de manière plus approfondie. Une chose est sûre, l'acte d'accusation n'est pas une dissimulation, puisque rien n'a été dissimulé. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une distraction n'est pas vraiment la plus importante. La question est de savoir si l'état de droit est appliqué de manière égale. De nombreuses personnes importantes auraient mal manipulé, mal utilisé ou mal placé des informations ou des documents classifiés, y compris le président Joe Biden et Hillary Clinton. Chaque cas est différent, bien sûr. Mais certains de ces cas remontent à plusieurs décennies et n'ont jamais fait l'objet d'une enquête sérieuse. Nous devrons attendre pour voir comment tout cela va se dérouler. N'oubliez pas que Trump est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'à présent, cela ne fait qu'améliorer ses chiffres. Une seule chose est sûre. Trump sera probablement inculpé pour la 3e fois avant que je puisse voir Top Gun 3. Que pensez-vous de l'inculpation de Trump? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Si vous voulez nous aider à diffuser des informations non partisanes, il suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée. Il y a des organisations qui ont fait en sorte que l'on pense comme ceci, que l'on croit ceci. Et en fait, il y a une période où en fait, les organisations ne voulaient pas que les gens pensent par eux-mêmes. En gros, ils voulaient la pensée unique, les croyances uniques. Mais ils ne voulaient pas qu'on se pose des questions, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on connaisse la vérité en fait. La vérité, qu'on découvre par nous-mêmes comment fonctionne l'existence. Mais si on fait la recherche de savoir qui on est, d'où on vient et comment les choses se sont passées, là on apprend qui on est. Donc on retrouve nos racines. Mais visiblement, tout le monde n'est pas de ce même avis-là. Ils ne veulent pas, les gens, qu'on sache qui on est, d'où on vient. Pour reprendre Nietzsche, les gens prennent le mal pour le bien. Ce qui veut dire qu'inversement, le bien est pris pour le mal, ce qui fait qu'on n'en veut pas. Et là, ça change la planète. Et ça donne des planètes comme aujourd'hui. Donc si on arrive à sortir de là, si on a cette chance, donc là on découvre un monde complètement dingue, enfin des dimensions complètement dingues. Le pouvoir de l'esprit, lorsqu'il est libéré de ces cages justement. Parce qu'en tant qu'enfant, si on n'a pas été vu, entendu, compris, il va nous manquer quelque chose qu'on va chercher toute notre vie à vouloir combler. C'est pour ça qu'il y en a, ils vont vouloir les meilleures tables de restaurant, ils vont vouloir être vus, ils vont acheter une Lamborghini jaune, ils vont porter des costards jaunes, des lunettes, il faut qu'ils soient vus. Et si on ne les voit pas, ils vont pas sortir complets.
Alors que le stress et l'anxiété sévissent dans le monde, les gens cherchent des moyens de réduire les sentiments négatifs ressentis avant et pendant l'adversité. Devenir résilient, vivre sans troubles émotionnels handicapants et penser moins, ce sont des forces innées qu'il serait possible de développer grâce à l'art conscience, un concept que nous présente aujourd'hui Monsieur Dean Ildefonse, auteur de l'essai « Le pouvoir de l'art sur la conscience ». Monsieur Dean Ildefonse, bonjour. Bonjour. L'approche que vous proposez consiste en l'observation d'une œuvre d'art consciente, une approche, une pratique qui aurait pour vertu, selon les études que vous avez menées, d'avoir un impact sur la conscience de la personne qui l'observe, voire même d'améliorer l'humeur de l'observateur. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots cette pratique que vous avez mise en place? Tout à fait. Donc le but et le pouvoir de l'art sur la conscience, ça passe par l'échange, par l'introspection. La première des choses, en fait, c'est de baisser le niveau de stress. Donc, soit en discussion avant, parce qu'en fait, l'œuvre d'art, en fait, est créée seulement après un processus, en fait. C'est selon différentes étapes. Et une fois que le tableau est créé, donc cette personne peut faire des séances conscientes de contemplation, méditation, ou des séances non conscientes avec le tableau. Parce que lorsqu'on passe devant le tableau, en fait, sa conscience sait que le tableau est là et qu'il y a un travail à faire dessus. Et donc c'est pour ça qu'il y a deux niveaux de travail en fait sur le tableau en termes de conscience et inconscient. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait pour se procurer une œuvre d'art consciente? Pour se procurer une œuvre d'art, en fait, on doit entrer en contact avec moi, avoir un besoin. Et en fait, intérieurement, il faut que ce soit vraiment un réel désir en fait, de changement ou d'amélioration. C'est-à-dire que on cherche vraiment une solution ou un outil, parce que l'art conscience c'est un outil parmi plusieurs qui existent, pour abaisser le niveau de stress et puis élever ou se connecter à sa conscience. En 2014, il est mentionné dans l'ouvrage que vous avez mené une petite enquête comportementale pour justement évaluer le pouvoir d'une œuvre d'art sur la conscience des gens. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du contexte de cette étude et puis quels sont les résultats que vous avez obtenus? Tout à fait. Donc l'idée c'était de voir à quel niveau une œuvre d'art en fait peut apaiser les gens et améliorer leur humeur. Donc pour ça on a fait une petite étude comportementale avec 4 œuvres, une œuvre avec les chocolats et une œuvre sans chocolat. Et pour voir justement comment tout ça fonctionne et comment l'être humain réagit avec tous ces stimuli. On a eu donc des mouvements d'humeur. Donc là, je crois que sur 4 œuvres, je crois que c'était 50% d'humeur en mieux. Avec une œuvre, c'était 20% d'humeur en mieux. Ça veut dire qu'il y a 80% d'humeur soit qui n'a pas changé, soit qui s'est détériorée. Puis avec le chocolat, en fait, ça augmente considérablement en fait le niveau de bien-être. C'est-à-dire qu'en fait, si on mange du chocolat et en plus on regarde une œuvre, en fait, ça décuple notre niveau de bien-être, ce qui fait que ça sécrète beaucoup plus d'hormones du bien-être. Mais lorsque vous faites cette art-thérapie, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un et que vous lui recommandez de regarder une œuvre d'art que vous lui procurez, vous recommandez aussi de manger du chocolat ou... Non, ça c'était juste pour une expérience à faire pour voir comment le circuit de la récompense en fait il fonctionne. Et c'est vrai qu'on entendait parler beaucoup de chocolat. Et après je me suis dit œuvre d'art, galerie, vernissage, on peut pousser un peu plus loin pour voir un peu si lors d'un vernissage, si en offrant par exemple du chocolat, si les gens sont plus ouverts pour acheter de l'art donc des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était assez intéressant. Et après donc en fait les résultats qui ont été montrés sont pas très positifs dans la mesure où en fait l'œuvre en fait les catégories d'œuvres qu'on avait présentées en fait elles étaient basées sur des symboles chimiques. Sérotonine, dopamine, toutes ces choses-là. Et les gens, en fait, sont un peu récalcitrants, en fait, à tout ce qui est chimie, tout ce qui n'est pas, en gros, naturel. C'est naturel, la chimie, mais pas présenté comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on a pu avoir des bons résultats sur
sur l'impact en fait que les gens attendaient de l'art et sur comment les attributs que peuvent avoir l'art au quotidien chez les gens. Et justement, on a ressenti que les gens avaient une grande attente de l'art pour pouvoir apaiser leur vie. Et ça, c'était ce qu'on a conservé de plus positif. Et ensuite, en fait, personnellement, j'ai refait une deuxième étude en changeant complètement l'œuvre sans symbole chimique. Donc là, j'avais mis un paysage, des couleurs sympathiques. Et là, sans chocolat, je suis arrivé à 75% d'augmentation d'humeur. Donc comme avec le chocolat, mais sans chocolat. Ce qui veut dire que là on arrive vraiment à toucher une sensibilité et puis apaiser le niveau de stress de la personne. Est-ce que ça veut dire que finalement ce que les gens attendent de l'art, c'est une représentation du monde physique tel qu'il est, mais dans toute sa beauté en fait? Tout à fait. Parce que justement dans l'essai, en fait, à un moment donné, je parle d'où vient l'art, quel était le rôle de l'art, et en fait depuis le début en fait que l'être humain arrive à composer de l'art, en fait, son idée c'était de retranscrire la réalité, ce qu'il voit à son époque. Et c'est pour ça que grâce à ces outils, les archéologues, les anthropologues ont pu voir comment vivaient les gens. Et si dès le début on commençait à faire de l'art abstrait ou de l'art loufoque, personne n'aurait rien compris parce qu'on aurait créé des trucs qui n'existent pas. Donc du coup on n'aura pas pu savoir qu'est-ce qui s'était passé avant, heureusement. Et justement aujourd'hui, le ressenti, c'est que on devrait revenir, plus d'artistes qui se sentent plus sensibles à la cause humaine, devraient revenir justement sur cet outil qui a pour mission de retranscrire la réalité et pas partir sur des besoins égocentriques ou disproportionnés, quoi. Vous n'avez pas toujours été sensible à l'art lorsque vous étiez plus jeune? Vous n'avez pas toujours, du moins, eu cette conscience de l'impact de l'art sur la conscience? C'est du moins ce que j'ai cru comprendre en lisant le livre. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience de l'art, donc des prémices de votre rencontre avec l'art, quand vous avez eu une expérience quasiment spirituelle de l'art, jusqu'à aujourd'hui où vous avez mis en place cette art-thérapie? Tout à fait. Donc avant, c'est vrai que j'étais dans le sport, donc je faisais de l'athlétisme et c'est vrai que j'étais pas du tout sensible à l'art. D'ailleurs, j'étais sensible à pas grand chose à part le sport. Et en fait, c'est un ami au lycée qui m'a parlé d'art par biais des brocantes, des choses comme ça. Et après, j'ai voulu me rendre compte par moi-même en fait ce que c'était. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai été voir les foires à tout, les brocantes. Et c'est là en fait que j'ai découvert les œuvres d'art, les peintures, les dessins, les sculptures. Fabriqué à Hollywood, censuré par Pékin. Le Pentagone réagit à la censure du marché du film. Le film Barbie a-t-il été tourné en suivant les critères de Pékin? Un regard sur cette question et sur les raisons pour lesquelles le film n'arrivera pas sur les écrans vietnamiens. Un ancien fonctionnaire chinois prévient que les dernières mesures de contrôle des exportations de Pékin pourraient n'être qu'un début. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine, un avertissement pour les cinéastes en provenance directe du ministère américain de la Défense. Le message: ne vous pliez pas aux exigences de la Chine si vous voulez obtenir l'aide du Pentagone.
Cela fait partie des règles mises à jour par le département pour le travail avec les studios de cinéma. Le nouveau document stipule que le ministère de la Défense ne collaborera plus avec les réalisateurs qui se conforment ou prévoient de se conformer aux exigences de censure de Pékin simplement pour que leurs films soient distribués dans ce pays. Le sénateur Ted Cruz est l'un des principaux critiques de la censure des films par Pékin. Nous avons vu ce schéma à maintes reprises, Hollywood se rendant complice de la censure et de la propagande chinoise pour faire des profits plus importants. Nous devons nous unir pour y mettre un terme. La question de la censure de Pékin a atteint son paroxysme avec la sortie l'année dernière du film Top Gun Maverick. Dans les bandes annonces du film, les drapeaux de Taïwan et du Japon avaient été retirés de la veste de vol du capitaine Pete Maverick Mitchell. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde quand Maverick a peur des communistes chinois? Les drapeaux ont été rétablis après des critiques aux États-Unis. Un autre film, Les Mignons 2, Il était une fois Gru, a même vu sa fin modifiée pour la Chine. Dans cette fin, le super-vilain Gru quitte la vie criminelle, un message en accord avec les politiques sociales du Parti communiste chinois. Ils savent que la Chine va avoir des problèmes avec le studio et qu'elle risque de mettre au ban non seulement le studio, mais aussi toutes les personnes impliquées dans le film au départ. Mais Chris Fenton, ancien président du groupe cinématographique de DMG Entertainment, constate que le modèle n'est plus rentable pour Hollywood. Aujourd'hui, nous remarquons que certains de ces montages destinés à faire entrer un film en Chine sont essentiellement destinés à la Chine, ce qui est positif. Je n'ai pas l'impression qu'Hollywood s'autocensure après la réalisation d'un film afin de satisfaire les censeurs chinois pour la version mondiale des films, mais seulement pour la version nationale. Le Pentagone et Hollywood ont toujours entretenu de bonnes relations. Les cinéastes peuvent tourner leurs projets sur des bases militaires, des navires de la marine et bénéficier des décors authentiques et de l'expertise technique du Pentagone. Mais depuis que le PCC a développé des outils de censure et de surveillance, de nombreux studios hollywoodiens ont tenté de se conformer aux exigences de Pékin. Le Parti communiste chinois investit des milliards dans la diffusion de propagande, même en utilisant des médias américains. Ils diffusent donc de la propagande en Amérique pour contraindre les studios hollywoodiens et les ligues sportives à s'autocensurer, en menaçant de couper l'accès à l'un des plus grands marchés du monde. Le bureau de Ted Cruz a déclaré aux journalistes « La Chine veut contrôler ce que les Américains voient, entendent et, en fin de compte, pensent ». Cruz dit qu'avec les nouvelles directives du Pentagone, les dirigeants de studios pourraient choisir Washington plutôt que le Parti communiste et, je cite, « refuser le chantage de la Chine ». À quel point les censeurs de Pékin influencent-ils Hollywood? Une nouvelle superproduction en est un des derniers exemples. Le sénateur Ted Cruz s'en prend au film produit par Warner Bros, Barbie. Le film est interdit dans les cinémas vietnamiens. Pourquoi? Jetons un coup d'œil. Le film Barbie, produit par Warner, a été interdit au Vietnam. La raison? Dans une scène, le film montre une carte avec des frontières qui sont liées à une question très débattue de sécurité et de souveraineté nationale, les frontières de la mer de Chine méridionale. Des frontières très contestées par la Chine, le Vietnam et d'autres pays de la région. C'est ce qu'affirment les médias d'État vietnamiens. La carte dans le film Barbie montre les frontières que la Chine utilise pour illustrer ses revendications sur de vastes zones de la mer, y compris des parties de ce que le Vietnam considère comme son plateau continental. Le Vietnam y a également accordé des concessions pétrolières. Il a également accusé à plusieurs reprises les navires chinois de violer sa souveraineté. Des différends entre militaires se produisent souvent dans la zone, comme cet incident survenu en février, au cours duquel l'armée philippine a accusé les gardes-côtes chinois d'avoir utilisé un laser pour tenter de perturber une mission de la marine dans la zone. La région est également le théâtre d'un renforcement militaire constant, notamment dans les îles Spratly, où la Chine a construit des îles avec des pistes d'atterrissage et des missiles. Le gouvernement vietnamien a déjà bloqué le dessin animé Abominable de DreamWorks en 2019 et le film d'action Uncharted de Sony l'année dernière pour le même problème de carte. Le groupe Warner n'a pas répondu à une demande de commentaires. La ligne dite des 9 tirets représente la majeure partie de la mer de Chine méridionale comme faisant partie du territoire chinois. Les pays de la région, dont le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Taïwan, contestent cette revendication de Pékin. En 2016, un tribunal international a également statué que les revendications de la Chine dans la région n'étaient pas valables.
Alors que la poussière est à peine retombée après les célébrations du jour de l'indépendance, les États-Unis pourraient être confrontés à l'escalade d'un conflit commercial. Selon un interne de Pékin, l'Occident doit s'attendre à des contrôles commerciaux encore plus sévères. Voici le commentaire de l'ancien vice-ministre du Commerce, Wei Jianguo, qui s'est exprimé mercredi dans le journal China Daily. Si les restrictions visant le secteur chinois de la haute technologie se poursuivent, les contre-mesures vont s'intensifier. Il a qualifié les contrôles de coups de poing bien pensés, disant que cela était juste un début. Le contrôle des exportations de Pékin vise deux matériaux clés, le germanium et le gallium. Le premier est utilisé dans les puces informatiques à grande vitesse, les plastiques et même les applications militaires comme les dispositifs de vision nocturne et les capteurs d'imagerie par satellite. Le gallium, quant à lui, est utilisé dans les radars et les dispositifs de communication radio, les satellites et les LED. Pour les acheter, il faudra désormais obtenir un permis d'exportation. Cette mesure a poussé les entreprises à se précipiter pour s'approvisionner, ce qui a fait grimper les prix. Il s'agit de la deuxième contre-mesure récente de la Chine, après sa décision d'interdire aux principales industries nationales de s'approvisionner auprès du fabricant américain de puces mémoire Micron en mai. Des analystes estiment qu'il s'agissait d'un message adressé à la Maison-Blanche pour la période du 4 juillet. En effet, l'administration Biden a pris pour cible le secteur chinois des puces électroniques et a incité des alliés tels que le Japon et les Pays-Bas à faire de même. D'autres mesures pourraient limiter l'accès de la Chine au cloud computing. En Europe, les pays réagissent. Le gouvernement néerlandais a déclaré mardi que l'Union européenne devait répondre à la nouvelle règle de Pékin. Il a précisé que l'ampleur de l'impact sur les Pays-Bas et l'Europe dépendra de la manière dont la Chine l'appliquera. Le même jour, l'Allemagne a déclaré que l'Europe devait devenir plus autonome pour se procurer des matières premières. Certains considèrent la décision de Pékin comme un coup de semonce. Les analystes estiment que des restrictions sur les exportations de terres rares pourraient suivre. La Chine est le premier producteur mondial de ces métaux nécessaires à la fabrication de véhicules électriques et d'équipements militaires. D'autres laissent entendre que Pékin pourrait cibler le graphite, également essentiel pour les batteries des véhicules électriques. Ces deux mesures pourraient porter un coup dur aux constructeurs automobiles. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.